Salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir et honneur que le Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique organise aujourd'hui un atelier, on va dire, très spécial sur une question qui ne cesse d'alimenter beaucoup de débats, à savoir la question de l'intelligence artificielle. À la différence que nous n'allons pas parler de l'intelligence artificielle dans sa globalité, mais plutôt l'intelligence artificielle et sa place dans le système éducatif, notamment le système éducatif marocain. Est-ce qu'elle est porteuse de risques, comme on dit souvent, ou plutôt ce sont des opportunités à apprendre? Donc pour discuter de tout cela, nous avons l'honneur d'avoir avec nous professeur Amir Ben Saïd, membre du Conseil supérieur d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et qui est en même temps, comme vous le savez, j'imagine, le président de l'université Al-Akhawain. Donc sans plus tarder, comme le temps passe, je vais donner la parole à M. Saïd en attendant à notre expert de renommée internationale qui est M. Zohair El-Khidissi, qui a juste un problème de parking. Donc 2-3 minutes le temps qu'il nous rejoigne. Donc moi-même, je suis Dr Hicham Fdoul, je suis le directeur du pôle études de recherche au sein du Conseil supérieur d'éducation et de la formation. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous et sans plus tarder, comme le chrono passe, je donne la parole à professeur Ben Saïd. Je vous en prie. Merci beaucoup, si Hicham. Salam alaikum. Bonjour, on peut peut-être utiliser les minutes en attendant si Zohair, éventuellement on peut échanger. Mais bon, il y a naturellement beaucoup à dire par rapport à l'intelligence artificielle dans cette phase qui est assez particulière et charnière. Et vu l'évolution extrêmement rapide et accélérée. Donc naturellement, je n'aurai pas toutes les réponses. Et c'est pour ça que je me dis que c'est une séance qui probablement gagne à être interactive. On reviendra peut-être sur les best practices et tout ça. Mais je souhaitais déjà commencer par partager peut-être 3 éléments qui me semblent importants pour l'intelligence artificielle au Maroc, spécifiquement. Et qui sont des opportunités, et naturellement on reviendra sur les défis. Mon sentiment profond, c'est qu'il y a une opportunité pour l'inclusion. C'est-à-dire que les écarts que nous avons entre les élèves, les enfants, les étudiants qui ont une très bonne qualité d'éducation ou d'enseignement et ceux qui ont une qualité qu'on ne connaît pas, où il n'y a pas d'assurance qualité, ou qu'on sait n'est pas aussi bonne que l'on souhaiterait. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, si nous faisons de manière délibérée, conçue un certain nombre de choses, il y a probablement une opportunité pour cette inclusion, pour réduire les écarts. 1. 2, nous savons pertinemment que le professeur, la professeure sont au centre de la qualité que nous aurons ou que nous n'aurons pas. Mais que, vu les nombres, la montée à l'échelle de la qualité est très difficile. C'est l'un des défis au Maroc, entre autres pays. Et donc aujourd'hui, il y a une opportunité spécifiquement par rapport aux professeurs. Comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à ce que la qualité, l'aide, l'assistance aux professeurs permette... Comment elle peut permettre une scalabilité de la qualité offerte par le professeur parce qu'on le soulage du reste, ou là parce qu'on peut dupliquer, ou là, etc. etc. Troisième chose, il y a au niveau de l'enseignement supérieur, on sait aujourd'hui que les chiffres restent extrêmement importants dans l'université à accès public. Et les ratios d'étudiants à professeurs font que l'assurance qualité est un défi. Si l'on rajoute aussi la culture, on n'a pas une culture anglo-saxonne. On a plutôt une culture, disons, du système français, francophone et tout ça, et avec un certain nombre de spécificités marocaines. Et donc la question est, est-ce qu'aujourd'hui nous avons une opportunité par rapport à scalability dans ce système qui, avant de retomber,
nous avons toujours un défi de massification. Donc, ce sont 3 opportunités que je pensais peut-être sont centrales au niveau des opportunités que peut nous ouvrir l'intelligence artificielle. Si Zouher, on essayait d'animer en attendant que les experts arrivent. Non, contraire. Donc, voici une introduction. Je vous rends la parole et je reviendrai avec plaisir sur des spécificités ou là sur ce que nous faisons à l'Akhawaïn ou là sur les défis. Parfait. Merci beaucoup, professeur Ben Saïd. Donc, bienvenue à Zouher. C'est Zouher Khadissi qui est un expert international reconnu en la matière. Bien sûr, elle est expert en intelligence artificielle, on va dire, brute. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence artificielle et son impact ou bien ses opportunités par rapport au système éducatif dans sa globalité ou dans un secteur spécifique. Comme le compteur passe, je vous donne la parole. Merci infiniment. C'est un honneur et un plaisir d'être avec professeur Ben Saïd qui est une sommité. On apprend beaucoup de lui. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit moment, mais c'est toujours un plaisir d'apprendre. Sa modestie, mais sa compétence légendaire, on est une preuve de la sommité que Sibn Saïd est. Anna, je voulais juste peut-être revenir sur le sujet en disant, alors, en fait, moi je pense qu'il y a un changement, et c'est peut-être très peu dire, un changement de paradigme fondamental qui va s'opérer sur l'éducation, dans le domaine de l'éducation. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'école telle qu'elle a été construite pendant les 300 dernières années, principalement suite aux 2 révolutions industrielles, est-ce qu'elle a toujours lieu d'être? Et c'est peu dire parce que, alors encore une fois, juste pour rappeler un peu l'historique, il y a eu, avant la révolution industrielle, les compétences principales qui étaient demandées dans le marché du travail étaient des compétences physiques d'abord, c'est-à-dire c'était la force physique et l'agilité manuelle. À partir de la révolution industrielle, on avait besoin d'un système d'école de masse qui allait former les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers qui vont travailler dans les usines. Et on avait principalement besoin de compétences rationnelles de plusieurs niveaux, premier, deuxième ou troisième niveau. Et donc, on a centré l'école sur des compétences qu'on connaît très bien aujourd'hui, la capacité de calculer, de mémoriser, de résoudre des problèmes, d'analyser. Et donc, tout le système éducatif a été concentré autour de ces compétences. Alors, le défi que pose aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est qu'une grande partie de ces compétences qu'on n'a pas cessé qui sont, on va dire, le fondement et le cœur du système éducatif, vont être en partie remplacées par l'IA. C'est-à-dire que l'IA va être capable non seulement d'analyser, de chercher, de résoudre des problèmes, mais elle va même être capable dernièrement, il y a eu une étude d'écrire des papiers de recherche. La dernière conférence internationale sur le machine learning qui a eu lieu dernièrement, 50% des papiers de recherche ont été rédigés par l'IA. Et ces papiers ont été jugés par leurs pairs, par des pairs qui sont des enseignants-chercheurs, comme étant des papiers tout à fait valables et crédibles pour être publiés. Donc ça veut dire aujourd'hui que l'école doit jouer peut-être un rôle différent. Donc déjà, on avait le défi depuis une vingtaine, une trentaine d'années de l'école qui n'est plus le socle du savoir, qui n'est plus le champ de la connaissance. Et on se posait la question, est-ce que l'école, et d'ailleurs ça a posé beaucoup de problèmes par rapport aux étudiants. Les étudiants aujourd'hui viennent au cours en se disant on ne va rien apprendre, dans beaucoup de cas. Et se pose vraiment la question, est-ce qu'il ne faut pas aller apprendre par des moyens alternatifs, etc. Et donc, au-delà de ça, maintenant, on a cette problématique. Et donc, encore une fois, cette problématique va quelque part rediriger vers d'autres types de compétences. Alors, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence qui est l'intelligence rationnelle. L'intelligence créative deviendra fondamentale. Pourquoi ? Parce que ça ne suffit pas de rédiger des papiers, ça ne suffit pas de rédiger des posts, ça ne suffit pas de rédiger des livres, mais il faut avoir des idées derrière. Et c'est ces idées, cette capacité de créer des idées, d'inventer des concepts, qui va être peut-être fondamentale à l'ère de l'IA. Donc intelligence créative, mais aussi intelligence émotionnelle. Je pense que de plus en plus, quand on voit aujourd'hui les écoles aux États-Unis qui sont pilotées par les leaders de la tech, ils vont ajouter des matières comme l'empathie, des matières relatives à la compétence de gérer ses propres émotions, de gérer son stress, donc l'intelligence émotionnelle qui va rentrer de manière plus importante, et l'intelligence sociale, donc la capacité de collaborer, etc. Donc juste pour vous donner un exemple, le médecin avait comme rôle principal, ou en tout cas comme fonction principale, dans son métier, comme tâche principale, de faire le diagnostic. Aujourd'hui, il y a eu une étude qui est sortie il y a 2 mois
qui a montré que un médecin arrive à faire un diagnostic correct à 70%. Un médecin avec l'IA arrive à atteindre 78%. Et l'IA toute seule fait 90% de bons diagnostics. Donc l'IA n'a pas besoin de médecin pour faire un bon diagnostic. Et le biais humain peut même constituer un facteur, on va dire, de défavorisation, on va dire, du diagnostic. Donc tout ça, c'est pour dire que on aura toujours besoin de médecins, parce qu'à un moment, il y a une décision fondamentale qui va s'opérer. Mais on aura peut-être besoin d'un médecin qui va être plus dans une logique d'accompagnement social, psychologique du patient. Et on sait très bien que c'est fondamental, c'est-à-dire comprendre derrière la maladie quelles sont les conditions sociales du patient, essayer de l'accompagner sur ces sujets, ça peut devenir un des éléments fondamentaux. Moi, je donne beaucoup l'exemple du comptable. Le comptable, avant l'invention de la calculatrice et des systèmes de type ERP, il passait peut-être 40% de son temps à calculer. Aujourd'hui, aucun comptable ne calcule. La fonction existe toujours, mais il utilise des ERP. Donc, on n'a plus besoin d'un comptable qui va faire du calcul parce que ce n'est plus une compétence fondamentale dans son métier. Donc, ce qui va se passer, et je pense que c'est le défi fondamental, c'est une transformation donc, d'une seule forme d'intelligence à plusieurs formes d'intelligence, donc une intelligence plus diverse, ce qui rend compte de manière beaucoup plus fidèle de la nature humaine, parce que la nature humaine n'est pas que rationnelle. Une des problématiques aujourd'hui de dépression dans le marché du travail de beaucoup de gens, c'est qu'on leur demande de n'être qu'une partie de ce qu'ils sont. On leur demande d'être des machines à calculer, des robots à analyser, des algorithmes à résoudre des problèmes, mais on ne prend pas en considération leurs compétences émotionnelles, on ne prend pas en considération leur capacité créative d'invention, et je pense que c'est aujourd'hui fondamental. Donc, encore une fois, une éducation plus diverse, centrée sur plusieurs formes d'intelligence, je pense que c'est fondamental. Une éducation aussi centrée, à mon sens, sur des aspects d'expérimentation. Je pense qu'on est à un stade aujourd'hui où le savoir, la durée de vie de la connaissance, quand on prend des sujets comme l'IA, elle ne dépasse pas parfois quelques semaines. Ce qu'on a, moi je fais beaucoup de formations sur le sujet de l'IA au Maroc et à l'international. Pratiquement 80% du support a changé sur les 2 derniers mois. Parce qu'il y a eu des psych, parce qu'il y a eu Grok 4.0, parce que le sujet du compute n'est plus un sujet fondamental, parce que le sujet de la data, maintenant on utilise la data synthétique, parce qu'on a maintenant des agents comme Manus, comme Genspark, qui permettent aujourd'hui de faire carrément, de publier des papiers complets. Donc, en fait, on a besoin de crafters, d'artisans qui ont le mindset. Et je pense que ce qui est bien au Maroc, c'est qu'on est un pays où, dans chacun de nous, on a au moins 2 personnalités qui sont historiques. On est tous petits-fils ou arrière-petits-fils d'agriculteurs. On est tous arrière-petits-fils d'artisans. Et ces 2 mindsets, de l'agriculteur avec sa résilience, de l'artisan avec sa capacité de créativité, d'expérimentation, c'est peut-être ce qui peut nous sauver et nous permettre de construire un modèle, je l'espère, à la marocaine, qui peut aussi s'exporter, pourquoi pas, à l'international. Beaucoup, c'est Zouher. Si je peux résumer, innovation, voire innovation ouverte, quelque part. Donc, une réaction de Sim Saïd avant de donner la parole à la salle. J'allais noter juste l'intelligence à avoir uniquement 2 micros. Le modérateur, peut-être pour essayer d'avoir quelque chose de constructif. Et pour savoir, vous pouvez me dire, on a combien de professeurs ici? Qui est professeur dans cette audience? Assidi? Chercheur, d'accord, chercheur, enseignant, professeur. Donc peut-être un tiers ou là. Étudiant? Peut-être plus ou moins la même chose. Ou le curieux, relation à l'éducation? Oui, j'ai posé la question pour voir comment construire éventuellement sur ce que vous avez dit si Zouher. Je donnerai peut-être quelques exemples.
Donc, si Zuhair a dit que peut-être que l'école, l'université, etc., commencera à faire des choses différentes. Moi, je vous dis, le ChatGPT est sorti en novembre 2022, je pense. C'est ça, fin 2022. L'université d'Akhawayn, à l'école d'ingénieurs, fin mai 2023, ça veut dire 6 mois, 7 mois après, 50% des projets de fin d'études des étudiants dont la spécialité n'était pas l'IA, leur projet de fin d'études incluait l'IA. Pourquoi je le dis? Parce que l'étudiant se prend les professeurs. Donc ça a donné un accès tel que ça a démocratisé un certain nombre de choses. Ou là, j'ai un fils aux États-Unis. De la génération peut-être un tiers ou la moitié des étudiants qui ont une expérience en parallèle avec une expérience professionnelle en parallèle avec les études. Donc, bon, moi je croyais que c'était parce qu'on faisait un certain nombre de choses, etc. Mais lui, aux États-Unis, étudiant, sa dernière année, parce qu'il a l'anxiété de se préparer pour le marché du travail, etc., il avait un travail au sein de l'université, il avait un travail à distance et il avait un stage à distance. قلت له يا ولدي وانت كيفاش كدير هادشي؟ قال لي thank God for AI. الحمد لله ان l'intelligence artificielle existe. Comment? Par exemple, le travail qu'il a à distance, il y a 5 mois, 6 mois, il lui donnait quelque chose à faire et il lui donnait 2-3 semaines pour le faire. قال لي en 3 heures je l'avais fait. Et parfois, il leur donne en 3 heures, parfois, il leur donne le lendemain. Et ils étaient, ils étaient très impressionnés. Donc, l'université, effectivement, le professeur, et donc, pour rejoindre de la manière la plus alignée et sincère, que oui, la créativité fera partie, clairement, parce que ça c'est un complément important. Oui, l'intelligence émotionnelle ou sociale fera partie de ce qu'il faut faire. Donc, les professeurs, j'ai posé la question tout à l'heure aux professeurs, parce que le monde change. Il y a beaucoup de professeurs que je connais, et moi-même, quand j'ai décidé, ou n'est pas décidé, par coïncidence, le professeur, mais ceux qui ont décidé, ils ont décidé avec en tête un modèle particulier. Le monde est en train de changer autour d'eux. Donc quelque part, dans les changements au niveau des universités, quel accompagnement au professeur pour que le professeur puisse changer, d'accord, pour pouvoir faire etc., etc. Bon, je vous donne un autre exemple. Avant-hier, je dînais à l'université avec le groupe d'étudiants qu'on appelle Resident Assistants. Le modèle de l'Akhawayn, une bonne partie fiha, il y a le modèle résidentiel, li bzaf de hawaj qui by design, pour que l'étudiant ait une formation qui est complémentaire en dehors de la classe, y compris justement pour les leadership, l'intelligence sociale, etc. Donc, j'étais dans une table, parce que très souvent, ils ont des choses que je ne connais pas. L'intelligence artificielle, comment ça se passe? Alors, l'une des étudiantes, l'ingénierie, elle m'a dit que moi, quand je suis venu, les 2 premières années, j'étais très moyenne. À peine je réussissais. Et mon gros problème était que parfois je comprends la différence entre les systèmes. J'ai beaucoup plus de choses à faire en tant qu'étudiante dans le système anglo-saxon que dans le système Lianam Sensabi. Et je n'arrivais pas à... Depuis l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, j'ai que des A.
قلت لها شنو كدير؟ انا نرجع لكم الاخرى باسكو داك شنو كدير كانت في راسي زعما شنو كتنقل. داكور مي الله يسمح لي. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, j'y ai trouvé un partenaire dans mon apprentissage. Yani, elle rentre en classe, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Quand elle me dit le stade, bon, souvent, très souvent, les étudiants sont intimidés par le professeur. Il est possible qu'elle le fasse. Mais qui moi j'ai eu ça en tant que professeur. Le système américain, on est là pour, on a les heures de bureau pour ça, on a l'advising pour ça, etc. Mais l'étudiant marocain qui dit il a déjà un c'est culturel. Donc, alors que l'intelligence artificielle, elle n'a pas de problème. Donc elle a trouvé un partenaire. Non, il a braté le contenu, le contenu, il a braté explication qui est complémentaire. Ou l'explication qui est. Bon, ça me ramène à la partie de l'apprentissage adaptatif. D'accord? Et la relation avec ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'opportunité de l'optimisation à l'individu. D'accord? Donc la qualité au niveau individuel. Bon, je reviens peut-être à la partie éventuellement parce que j'ai dit que Allah يسمح لي شنو يسحبني. Donc l'intelligence ChatGPT est sorti en novembre 2022. Le semestre du printemps de 2023, on a eu 2 incidents. Un étudiant, le professeur a dit il n'a pas de preuve. Mais il dit ça, c'est pas son niveau. Je le passe en conseil de discipline. Il est passé en conseil de discipline. Sabo, effectivement, c'était pas son niveau. Et finalement, il a dit oui, j'ai utilisé. Fin du semestre, le cours de business law, le droit des affaires. Donc, il y a des dates fixes pour sortir les résultats, etc. Donc les professeurs doivent donner les notes. La prof, une américaine, dit le business law, elle n'a pas donné ces résultats. Je pense que toute la classe a utilisé le ChatGPT. Toute la classe. Et par conséquent, les notes ne te correspondent pas. Et je veux refaire, et voici comment je vais refaire. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'accompagnement en tant qu'institution qu'on doit faire. Et peut-être qu'on peut revenir, mais j'ai des choses à dire. Mais je reviens à la partie recherche. CER a donné des chiffres par rapport à la production de recherche. D'accord? Bon. Encore pire, dans les publications médicales, ou la science médicale, pas nécessairement médecine, mais science de la santé ou la science médicale aux États-Unis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si pour ceux qui sont dans la recherche, vous le savez. Dans le système de production scientifique de publication, on a un auteur qui soumet le papier des résultats de ses recherches pour évaluation, ou on a les évaluateurs. Je ne sais pas combien d'entre vous ont fait ce travail, mais il y a un goulot d'étranglement au niveau des évaluateurs. Avec le nombre de chercheurs, et maintenant avec même ceux qui ne trichent pas, le volume a augmenté, parce que ça facilite de cracher du texte. Excusez-le. D'accord? Donc, ce qui fait que le défi qu'on avait avant, que dans les évaluateurs, il y avait un goulot d'étranglement, aujourd'hui, il est encore plus important. J'ai oublié le pourcentage, Sabo, les évaluateurs, où il soumet le texte, l'intelligence artificielle. L'auteur qui dit Allah yarham waldik ana hادشي اللي كنشوف راه ما بانليش هذا évaluateur بنادم. Donc beaucoup professeur. Merci beaucoup.
Je pense qu'avant de donner la parole, on va prendre encore 5 minutes avec Césaire. Mais juste pour revenir sur ce que vous dites, maintenant il y a la relation enseignement, c'est la relation entre l'enseignant et l'enseigné, et l'apprenant. Il y a la relation apprentissage entre l'apprenant et l'enseignant, et il y a l'institution qui doit digérer tout ça. Donc cette intelligence artificielle, est-ce qu'il va modifier à la fois la relation enseignant-apprenant et apprenant-enseignant? Est-ce qu'on va carrément vers l'apprenant qui commence à faire apprendre l'enseignant? Je vous laisse la parole. C'est c'est tout un sujet. Je pense, je rejoins parfaitement le professeur Amin. Je pense que c'est très important. On ne peut plus voir avec les paradigmes du passé ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer dans le futur. Donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments fondamentaux qui sont en train de... Alors, parmi lesquels, l'élément d'évaluation. On a construit tout le système d'évaluation dans le système d'enseignement supérieur sur la rédaction, sur les projets, les papiers à rédiger, les papiers de recherche à publier, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à la limite de ce système déjà. En fait, on ne peut plus évaluer la rédaction, on doit évaluer les idées derrière. Et c'est là où on peut avoir une unicité. Ce qui veut dire que, quelque part, même si on considère qu'il y a un danger de déclin cognitif, la réalité, c'est que par la force des choses, on va être obligé à un niveau. Si je me permets de m'exprimer déjà, au fond, si vous regardez aujourd'hui sur LinkedIn les publications, tout le monde est devenu Shakespeare, tout le monde est Victor Hugo, tout le monde sait parler très bien français, anglais, et tout le monde est capable de publications magistrales. Sauf que, puisqu'il y en a tellement, à un moment, la seule différenciation va être sur l'authenticité. Et l'authenticité va venir d'un humain qui est capable de transformer, d'abord de créer des idées, de transformer ces idées en une rédaction unique. Et donc l'enjeu de cette unicité, de cette authenticité, est un enjeu fondamental. Et c'est pour ça que je parle de nouveaux paradigmes. Et d'ailleurs, le paradigme aussi de la propriété intellectuelle, de la notion de plagiat est en train de changer. C'est-à-dire qu'on sera obligé fondamentalement de ne plus considérer l'objet comme étant la propriété intellectuelle, mais de considérer peut-être le concept et l'idée en amont, ou le prompt aujourd'hui. On parle même aujourd'hui de considérer le prompt comme étant une propriété intellectuelle, alors pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de déplacer le problème, les étudiants, ou de manière générale, de la technicité de l'exécution à l'intellectualité de la réflexion. Le problème n'est plus la technicité de l'exécution. Rédiger, créer une vidéo, faire une application, construire du code n'est plus un frein. Et d'ailleurs, ça concerne tous les métiers. Maintenant, pour revenir à effectivement la question, je pense que déjà aujourd'hui, la relation entre l'apprenant et l'enseignant, elle est obligée de changer déjà par le fait que l'enseignant n'est plus le détenteur unique du savoir. Aujourd'hui, moi rien que ce matin, j'ai fait une formation pour les enseignants de l'IMPT sur le sujet. Donc j'étais en plein dans le sujet, et il y avait déjà ce constat qui était fait par les enseignants, les étudiants qui jouent la classe. En fait, ma proche qui joue, déjà, la guerre de l'attention a été perdue par l'école. La guerre de l'attention. Alors, je rappelle que ce que l'enseignement cherche à faire, c'est d'exploiter le temps de cerveau disponible. Alors, j'emprunte une phrase d'un ancien PDG de TF1 qui avait dit que notre métier aux médias, c'est de vendre le temps de cerveau disponible. L'école, elle avait comme mission de construire au-dessus du temps de cerveau disponible. Et pour pouvoir le faire, il faut attirer l'attention. Il faut créer une relation d'attention entre l'apprenant et l'école. Aujourd'hui, cette relation n'existe pas ou n'existe plus. C'est-à-dire que l'école a d'une certaine manière perdu la guerre de l'attention au profit des réseaux sociaux. Et même les médias anciens l'ont perdu au profit des réseaux sociaux. Donc c'est une vraie question. Et aujourd'hui, encore avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'avant, on parlait juste de la connaissance qui était publique. Maintenant, ce n'est pas que la connaissance, comme a dit le professeur Messaïd. Il y a même aujourd'hui la méthode d'apprentissage. Aujourd'hui, on apprend plus rapidement et de manière plus adaptée avec un avatar. D'ailleurs, j'ai montré comment on peut faire pour l'enseignant son avatar, entraîner sur sa base de connaissances, sur ses supports de cours. Et à la limite, l'étudiant, il a l'avatar qui va lui répondre à n'importe quel moment. Donc, à la limite,
et il va être plus empathique, il va avoir plus de temps, il ne sera pas dans la pression de devoir répondre. Parce que, et donc tout ça, ça change complètement la relation. Je pense qu'on sera plus dans une relation d'accompagnement et de coaching. Et c'est pour ça que la référence à l'artisanat, pour moi, est importante. La référence à l'artisanat entre le ma'allim et le muta'allim, entre l'apprenti et le maître, est fondamentale. Ce n'est pas une relation de transfert du savoir. C'est une relation vraiment d'accompagnement humain, de partage et de co-construction. Parce que finalement, avec l'apprenti, il va devenir maître à un moment ou à un autre. Il va peut-être même devenir le concurrent du maître. Mais ça fait partie des concepts fondamentaux de partage dans cette relation. Donc moi, je vois qu'il y aura une transformation vers une relation plus portée sur le coaching, sur l'accompagnement. Et pour que la connaissance ait une valeur, il faut que l'enseignant soit vraiment en amont, chose qui est vraiment aujourd'hui un défi. Les étudiants, ils baignent déjà dans l'IA. Petite parenthèse, il y a une statistique qui est très récente, une étude faite aux États-Unis. Le top, et ça a causé d'ailleurs la chute de plusieurs pourcentages, 3 je pense, ou 4% du cours de Google. Le top of mind du search aux États-Unis pour les adolescents de 10 à 20 ans n'est plus Google. C'est ChatGPT. Donc la nouvelle génération, posez la question peut-être à vos enfants, son réflexe, c'est plus d'aller chercher sur Google. Et même la compétence de recherche qui était considérée comme étant une bonne compétence dans le domaine par exemple, de l'enseignement supérieur ou même des thésards, quelqu'un qui sait chercher était une compétence, n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'IA va chercher pour nous, de manière structurée, nous générer un rapport, nous faire même un résumé, nous faire une newsletter de veille sur un sujet. Et tout l'enjeu, c'est comment l'enseignant peut faire le bon virage pour ne pas que le décalage, comme a dit le professeur Messel, soit tellement important qu'à un moment, en fait, on a déjà perdu une bataille d'attention, on va perdre une bataille carrément de respect ou d'autorité. Beaucoup. Donc, on donne la parole à la salle, donc on va prendre 2-3 questions, mais s'il vous plaît, il faut que les questions soient très très courtes pour qu'on puisse profiter des réponses. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on commence par le premier, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos interventions riches et fort intéressantes. En fait, l'introduction et l'adoption de l'intelligence artificielle dans notre système éducatif national se confrontent à un dilemme principal qui consiste principalement à toutes les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'amélioration des apprentissages, mais aussi un ensemble de défis et de risques en ce qui concerne d'abord la dépendance à la technologie, surtout pour l'influence de l'IA sur les compétences cognitives de l'apprenant, pour tout ce qui est résolution des problèmes, tout ce qui est pensée critique. Aussi d'autres risques, tels que tout ce qui est rattaché à l'éthique, aux aspects de l'éthique, tout ce qui est rattaché aussi aux aspects des inégalités d'accès. Alors ma question, c'est, à votre avis, est-ce qu'on peut trouver une approche équilibrée qui va nous permettre d'introduire et d'adopter cet outil dans notre système éducatif de manière formelle et officielle, sans pouvoir perdre beaucoup de temps et sans perdre le virage, finalement, de l'adoption de ces outils dans nos écoles. Merci. Merci. Merci pour votre intervention. Malheureusement, je ne sais pas si le temps va nous permettre de vraiment aborder beaucoup d'aspects qui, me semblent aujourd'hui, devraient être discutés dans notre pays. Et justement, je reviens au sujet d'aujourd'hui. J'ai peut-être pas suffisamment entendu, et c'est là que je voudrais peut-être vous voir réagir, à l'expérience marocaine. C'est-à-dire,
on nous parle de ce qui se passe aux États-Unis, on nous dit voilà des cas particuliers, voilà ce qu'a fait tel étudiant, etc. Mais en réalité, institutionnellement, il faut prendre à bras le corps cette introduction de l'intelligence artificielle qui s'impose à tout le monde. Or, jusqu'à présent, moi je suis doctorant-chercheur et je vis ça à l'université, personne ne sait réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Personne ne sait qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, quels sont les termes du plagiat ou du non-plagiat, comment est-ce qu'il faut faire les choses, comment est-ce qu'il faut ne pas faire les choses. On est dans un flou artistique incroyable. Il y a des gens qui sont opposés, il y a des gens qui sont pour, mais sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Et là, je parle de l'enseignement supérieur. Or, d'autres pays, peut-être j'indiquerai la Chine à titre d'exemple, ont entamé l'intégration de l'intelligence artificielle dès le primaire. Et donc, ils sont dans une logique réellement d'introduire l'intelligence artificielle dans le système éducatif. Et c'est peut-être par rapport à ça et au Maroc que j'aimerais bien entendre votre point de vue. Je voudrais aussi faire juste un petit commentaire sur un autre aspect qui a été peut-être abordé légèrement, mais qui à mon sens, est fondamental, c'est la propriété intellectuelle. Il semblerait qu'aujourd'hui, on veuille mettre en question tout le système de propriété intellectuelle qui a existé, développé essentiellement par l'Occident, et que maintenant, on va revenir peut-être vers ce que vous avez décrit comme le partage. Ce partage on ne cherche pas vraiment qui a l'idée, tout le monde l'utilise, et donc il faut être créatif, et il faut dépasser les autres sur la créativité. Voilà. Salam alaikum, bonjour, je suis Tourtou Fouad, étudiant chercheur à la faculté des sciences juridiques et sociales économiques à Gadir. Donc j'ai deux questions. La première, c'est pour le président, Si Ben Said. Le problème, d'après moi, se pose au niveau de deux choses, de deux axes. Le premier, c'est l'enseignant. Il doit développer l'ingénierie de formation ainsi que l'ingénierie pédagogie, parce que ça mérite une réflexion, ainsi que l'élève dès le jeune âge. Je peux dire que même le jeune âge, la petite, la moyenne, la grande, pour développer le sens de l'apprentissage, et qu'il soit conscient pour développer le sens critique, etc., en amont, avant de passer à l'université. Deuxième question, j'aimerais saisir l'opportunité de la présence de M. Zouher. Ma recherche se porte sur l'IA, donc l'impact de l'intelligence artificielle, de l'accompagnement entrepreneurial au Maroc. Donc j'aimerais savoir, j'ai fait des recherches, malheureusement je n'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé seulement des résultats de l'IA dans la digitalisation. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a des opportunités ou bien des pistes de recherche pour développer les résultats de l'IA dans l'accompagnement entrepreneurial au Maroc. Merci. Merci bien. Je vais essayer de m'exprimer en langue arabe pour un tout petit peu alléger parce qu'on voit que tous les intervenants utilisent la langue française. Donc, excusez-moi. Donc, شكرا. أنا أعتقد أن الإشكالية ديال الذكاء الاصطناعي هذه لا زالت حديثة تري ريسونت، يعني شيء اللي حديثة بزاف. واعتقد أنه المسألة في المغرب بالنسبة للنظام التعليمي المغربي لو سيستيم éducatif marocain. Tout d'abord, c'est un problème de curricula. Il faut revenir au curricula. Tout d'abord, il faut repenser l'éducation. Il faut repenser les contenus. يعني ينبغي إعادة النظر في المحتويات وإعادة توجيهها، لأن الإشكالية أكبر من أننا نتحدثوا على l'intelligence artificielle. C'est vrai, nous voulons mettre la mise à niveau de connaissances au niveau international. C'est bon, le Maroc essaie de faire des efforts dans ce sens. ولكن الإشكالية الكبيرة والعميقة هي ملي ترجعوا للمناهج ديال التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. La preuve, c'est que le Maroc, il est classé في البيزا 76 في le domaine des sciences. 76 على 81 دولة au niveau international. Ce qui est grave. يعني كيفاش تكون انت مرتب 76
بالنسبه ل 81 دوله اللي دار عليها هذاك سي ان ترافاي ديفالياسيون دو لي سيونس، لقاو بان المغرب كلاسي 76 على 81 دوله اللي خضعت لهذاك ليفالياسيون. دونك سا سي تو دابور سي ان بروبليم دو كوريكولا، هذه مش مساله كبيره وكبيره بزاف. والمناهج ديال التعليم يعني ما كتعطيش للمتعلم شي حاجه كبيره، باقا ساقطين في ديك الثقافه ديال كو وي واخا صافي. دونك السؤال اللي بغيت نقول هو انه العلاقه ديال المدرس متعلم هذه علاقه اللي خص يتعاد فيها النظر مزيان، وخصها تمشي دون لو كادر ديال لي ميدياتور، يعني ان وسيط، يولي وسيط ما يوليش يعطي المعرفه ويفتح الافاق للمتعلمين باش يتعلموا. هل ممكن تطبيق هذا في المناهج التعليميه الحاليه اللي ما فيهاش هذه القضيه هذه؟ ما كايناش. لا، الذكاء الاصطناعي غنعاود ليه، الذكاء الاصطناعي عنده مخاطر. انا ديرنييرمون تعاملت مع الذكاء الاصطناعي مع الشات جي تي بي، تعاملت معاه في الموضوع ديال العلاقه بين المغرب والجزائر وقضيه الصحراء وداك الشيء، لقيته انا ما كيعرف والو، ولقيته جو فو جور ولقيته كيقول دي زانفورماسيون ايروني غالطين، وقلت له جاوبته قلت له راك غلط والمعلومات ديالك راه ما صحيحاش وانا غادي نصحها لك، وصحت له المسائل مزيان وجاوبني وشكرني، قال لي تنشكرك مزيان راه فعلا شكرا معلومات. شكرا جزيلا. الا سمحتوا لي قبل ما نعطي الكلمه للاساتذه، ما يمكنناش ناخذوا 4 الاسئله من 4 الاساتذه بلا ما تكون معنا استاذه. سؤالي الا كان ممكن تفضلي استاذه بسرعه الا كان ممكن. شكرا. انا التدخل ديالي ما غيكونش سؤال بقدر ما يكون واحد الاضافه. انا بحكم كنتعاملوا حنا بزاف مع الطلبه، وجا واحد السؤال على البحث العلمي واستعمال الذكاء الصناعي. انا بغيت نوه بان حاليا جميع الناشرين العالميين ولي لي غران فورنيسور دو باز دو دوني عندهم دي بوليتيك نتاع لوتيليزاسيون لي بون براتيك بور اوتيليزي لاي بور لا ريداكسيون سيونتيفيك. دونك اي واحد عنده واحد اللبس وبغى يعرف كيف يستعمل، لان دابا هذا ولا الاستعمال نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال واحد الحاجه بديهيه، يعني كيعرفوا هما راه كيتادابطوا مع الوضع القائم، يعني كيكونوا دي بوليتيك نتاع لي زيديتور اللي كيوريو الطلبه والباحثين اللي كيبغيو يبيبليو كومون اوتيليزي. واحد الناحيه اخرى كاين كنظن اللي بغى يتعمق ولا اللي بغى لا ميزون بلاس ديال هاد الانتيليجنس ارتيفيسيال في ميدان التعليم، كاينه واحد كاينه واحد لو غيد نتاع اليونسكو اللي هو الاي اي كومبيتنسي، بحال ان غيد فور تيتشرز بور لوتيليزاسيون تاع الاي، وهذه الإضافة اللي شكرا جزيلا استاذه. استاذ بن سعيد. شكرا سي هشام. J'essaie de faire vite. Enfin, il y a eu beaucoup de questions très, très riches. Alors, la première question, il a fait comment faire et quel risque. J'ai quelques réponses. Bien sûr, c'est pas tout le Maroc, mais c'est le Maroc. Ce dont je parle, c'est Al-Akhawaïn. D'accord. Et par conséquent, c'est le Maghreb. Ce que nous avons appris, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de potentialiser, empower, تمكين ديال الاستاذ اللي هو عنده الخبره في شنو كيقري، التمكين ديالو بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش الا بغينا نخرجوا احسن حاجه اللي كيفاش يمكننا تعاوننا الانتيليجنس ارتيفيسيال. علاش؟ لان دو توت مانيير مازالين عندنا شويه ديال لي الوسيناسيون ايتترا، بيان كو راه ماشي هما كيتحسنوا، وبيان سور مازال عندنا لو بيي لا الغوريثميك ولا ديال داك لو ترينينغ سيت ديال لي دوني كي سون اوتيليزي بور انتريني. دونك هادشي مازال غادي يبقى، ولكن كيفاش نديرو ما ريبونس ديريكت ا ان نيفو ان بتي بو هو الامباورمنت ديال الاستاذ اترافير لانتيليجنس ارتيفيسيال، وهو خليه يدير داكشي الباقي. Et ça, c'est pas ma conclusion, c'est un petit peu les différents chercheurs, et c'est ce que nous avons adopté. D'abord, ça fait, encore une fois, au Maghreb, au Akhawaïn, il y a 20 mois, nous avons introduit les workshops de l'intelligence artificielle pour la pédagogie. Ça fait 20 mois, on fait en moyenne un workshop par mois, et parfois plus. Chez Mrat Mabinatum, bzaf de l'barat ma des étrangers, souvent avec des experts qui ont. Je connais les experts. كانوا اساتذه بحالهم اللي ولا كيدوز 5 ساعات في النهار 8 ساعات في النهار مع الانتيليجنس ارتيفيسيال، واحد ماتيماتيسيان والاخر في لونجلي والاخر في كذا ايتترا ايتترا، اي كومونس ا بارطاجي. دونك
c'est une les Américains et peut-être probablement les Européens aussi عندهم la culture du partage. كل شيء كيتعلم وكيمشي يعلم etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est que هذاك الاستاذ ديال التاريخ كتعطيه الانتيليجنس ارتيفيسيال وكيولي كيقول مع راساتو بادي تقدر تسهل عليا هادي والاخرى ولا كيقدر يقول مع راسو دابا نقدر نمشي انا ابعد un niveau méta ou là, etc. Donc, alors maintenant, pour les risques, attends, les risques, oui, c'est incorrect parce que, etc. Donc, vous l'avez dit, la pensée critique, on la rajoute à la créativité, à l'intelligence sociale, mais il y a du tout. Hein, de, les biais, ou les biais, je ne sais pas qui a dit ça, ça m'a renvoyé. La propriété intellectuelle. Les biais, les biais algorithmiques parce que les algorithmes ont les biais d'yalhom, ou les biais de l'entraînement parce que les documents les stimulent, ou liés à ça, à mon avis, aussi des objectifs géostratégiques des uns et des autres. La question est, on vient de, sur les 2 derniers mois, on a fait un travail avec American University of Sharjah, chez les États-Unis, au Khaya American, les Émirats, spécifiquement, là, je nous avons l'intelligence artificielle pour mitiger le biais culturel des outils qui sont utilisés. Et c'est tout un travail. هما تبارك الله داروا شي خدمه على خرجوا شي قاموس ديال العربيه etc. ولا نسيت شنو سماوه معجم في 117 volumes. Donc ils ont fait un travail depuis des années avec le ruler of Sharjah. Donc l'idée c'est comment on utilise donc كاين خدمه. Un dernier risque يمكن شي واحد قالها شي شويه. Un dernier risque est en relation avec ce qu'a dit Zuhair tout à l'heure. هو انه on a utilisé beaucoup même Google فوقاش كنعرفوا حنا حتى اللي 98 99 فاش ياك جوجل راه كله انتيليجنس ارتيفيسيال. علاش دابا كنهضروا حنا على الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ حيت الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي في جوجل اللي اون باك اوفيس اما كله انتيليجنس ارتيفيسيال. دوبوي ليا جينيراتيف الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات في الواجهه. انا علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ حيت انا اصلا شيرشور في الانتيليجنس ارتيفيسيال دونك عارف هذاك الشيء اللي بون مزيان. لي ريزو سوسيو واللي تكلمنا عليه سي زهير حنا شفناهم شنو وقع. Ils ont métamorphosé. Changement de paradigme. Effectivement, on a besoin d'un changement de paradigme. Mais il y a déjà eu le changement de paradigme. Nous machine fait les changements de paradigme. Fait le changement de paradigme, un, c'était des outils. 2, ils ont cherché quel business model pour avoir sustainability, pour que, financièrement que ça se tienne. 3, ils sont passés à une boussole. Boussole, qibla, il y a la monétisation. D'accord? Parce que si on ne monétise pas, on n'a pas de pérennité. Faire de la monétisation, ou là, il veut vous driver le contenu que vous souhaitez. Et ils ont rajouté les réactions. Il a juge pratiquement en péréquation qui a l'idman, l'addiction. D'accord? Ça, c'était une théorie. Ma une théorie où l'a démontré pratiquement que la génération elle a des problèmes de santé mentale à cause de ça. Donc la question اليوم هي ما يمكنليش انا في الجامعه وماشي في الجامعه نخلي هاد الانتيليجنس ارتيفيسيال غدوز علاش غيسبقني كل شيء ولكن فاش غنديرها je vais donner à ces algorithmes une intimité supplémentaire par rapport لهذاك مسكين لو جون اللي ولا مدمن ولا la santé mentale. اليوم نعطي une intimité sur ce que je fais de manière cognitive. Qu'est-ce qu'il va en faire pour la monétiser? Et là on rentre dans un bon. Je vais m'arrêter à l'âge. Du point de vue institutionnel, l'ONU ou l'UNESCO, chacun d'entre nous doit avoir sa politique. Nous avons notre politique pour s'assurer de comment on va gérer ça.
Très rapidement. Sarah, il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment importants. Mais on a juste un truc. Il faut à mon avis, qu'on se concentre sur les opportunités. Comme a dit Steven Saïd, les risques, il y en aura toujours. Chaque révolution technologique. Je rappelle juste un épisode d'histoire que je rappelle souvent, où l'imprimerie, quand elle a été inventée en Allemagne, l'Empire ottoman, qui était l'empire dominant de l'époque, كان قرر انه يمنع الآلات الطابعة لمدة قرون وبقات ممنوعة jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. علاش؟ Raison sociale, il y avait 80 000 copistes à Istanbul, on se posait la question qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Deuxième raison culturelle, la lettre avait acquis sa noblesse dans l'environnement de la civilisation arabo-musulmane et on se posait la question est-ce qu'on ne va pas la salir. Troisième, est-ce qu'un livre écrit par la passion d'un copiste a la même valeur émotionnel et cognitif qu'un livre qui est imprimé à la machine. On se pose d'ailleurs la même question aujourd'hui pour le livre digital. Et quatrième raison, c'est une raison religieuse. Est-ce qu'on n'aurait pas des risques d'avoir des diffusions de textes sacrés faussés? Donc, pour vous dire, les risques, il y en aura toujours, sauf qu'il ne faut jamais aller contre le sens de l'histoire. L'histoire de l'Empire ottoman, beaucoup d'historiens aujourd'hui disent une des raisons principales du déclin de l'Empire, c'était le fait qu'au moment où le savoir se divisait à grande échelle en Europe, on avait la limite de l'écriture pour pouvoir en fait diviser le savoir, la connaissance et la technologie dans l'Empire. Alors, deuxième chose qui est importante, c'est le déclin cognitif. Je pense sincèrement, l'être humain, il a cette magnifique capacité de s'adapter. Après la révolution industrielle, on a fait moins d'activités physiques, on a inventé les salles de sport. Donc peut-être demain, il va y avoir des salles de sport mentales, j'en sais rien, mais on trouvera toujours le moyen de s'adapter. Moi, je ne crois absolument pas au déclin cognitif. Je crois encore une fois que tout est question aussi de volonté, tout est question de stratégie, mais si on arrive à mettre les moyens, on va être peut-être profondément plus intelligent que ce qu'on a été dans le passé, parce qu'on va être plus créatif, moins robotisé et plus humanisé. Ça, c'est encore une fois ma conviction. Sur le sujet de l'IP, encore une fois, le sujet de l'IP, c'est un sujet récent. Il ne faut pas croire qu'on avait... l'IP, en fait, la rémunération des créateurs ne se faisait pas par l'IP, elle se faisait par d'autres moyens. Et cette invention d'IP est une invention qui est fondamentale, qui a permis toutes les évolutions technologiques, industrielles des derniers siècles. Mais il y a peut-être d'autres manières aussi de rémunérer les créateurs et peut-être d'autres manières d'évaluer la création. Donc, à mon avis, c'est un enjeu aussi de paradigme. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que tout le monde, pratiquement, est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'inventer de nouveaux mécanismes, de nouveaux paradigmes, c'est le moment de le faire, si on veut le faire. Et je vais juste revenir à la question d'Yel. Oui, mais bon, on a d'autres défis. Le problème, c'est que même le contenu, le curriculum, il doit être impacté par l'IA. Je vous donne un exemple très simple qui est aujourd'hui connu par tout le monde. Les développeurs informaticiens, deux déclarations, le président de NVIDIA et le président de Meta disent que ces métiers vont disparaître, ou là, en tout cas, on ne va plus avoir les développeurs qui vont écrire du code. On va avoir plutôt des architectes. Alors que le Maroc, depuis peut-être 5-10 ans, il s'est engagé sur des formations importantes. Donc, voilà, il y a un changement fondamental, même dans le curriculum, qui va être imposé par le sujet de l'IA. Je terminerai juste sur le sujet de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'encourager des startups sur le sujet. Je pense que c'est fondamental qu'on ait de nouveaux paradigmes. On a intérêt à ce qu'on ait, et on a aujourd'hui des startups, je rappelle souvent ce cas, on a une startup marocaine qui a inventé une solution de génération de scénarios, qui a été une des causes de grève des scénaristes aux États-Unis. Et c'est pour dire qu'on a de très bonnes compétences sur le sujet. Il faut juste qu'on leur donne de la valeur, qu'on ait la stratégie derrière et qu'on y va avec la bonne intelligence en prenant en compte tous les risques et les... Merci Césaire, merci professeur Ben Saïd. Merci à toutes et à tous. Nous sommes très honorés. Demain, le Conseil continuera ses ateliers à 12h30. Un autre sujet, la culture et l'école. Quel présent, quel avenir. C'est à la salle Tawassul. Je vous en prie. Merci beaucoup.